La jeune fille est clairement capable de tenir tête à la sainte et de fouler les cercles magiques. Mais à la maison, même les servantes peuvent la traiter comme une simple denrée sans valeur. Tout cela parce qu'elle ignore encore tout de ses propres pouvoirs. Alors qu'elle est née dans la famille de ducs la plus prestigieuse du royaume. Elle vivait comme une personne de trop. Cette famille est la seule famille de ducs du royaume. Depuis des siècles, elle a toujours été un pilier du pays. Chaque génération a vu naître des figures de grand talent. Mais pour cette génération, la famille de ducs a donné naissance à un petit prodige sous la pluie. Sa sœur Flora, très jeune, a déjà révélé un don hors du commun, pas seulement par son apparence. Elle maîtrise aussi une magie sacrée extrêmement rare, considérée par tous comme la candidate la plus prometteuse pour devenir la prochaine sainte, à l'inverse de sa sœur, comme si elle était née uniquement pour servir de marchepied à sa sœur. Peu importe ses efforts, elle n'a jamais pu obtenir une évaluation égale à celle de sa sœur, quelque chose que les autres apprennent facilement du premier coup, lui demandait souvent des fois plus de temps. Et pourtant, au final, rien d'extraordinaire. À force, elle a même fini par se persuader elle-même. Peut-être qu'elle était vraiment une personne sans le moindre talent. Et tout cela s'est alourdi encore davantage avec la disparition de sa mère. Il se trouve que la duchesse est morte de maladie peu après sa naissance. Personne ne lui a jamais vraiment reproché quoi que ce soit, mais au fil des années, l'héroïne a toujours eu le sentiment d'avoir volé la vie de sa mère en venant au monde. Le plus cruel, c'est qu'elle ne l'a jamais connue. Tout ce qu'elle savait sur sa mère ne venait que des paroles tranchées des autres. Et dans le même temps, son apparence est devenue le sujet de conversation de tous. Son père a des cheveux blancs. Sa mère avait quant à elle de longs cheveux noirs, fière et somptueux. Mais elle a une chevelure grise, totalement différente du reste de la famille. Sa sœur a hérité des yeux roses pâles de leur mère. Alors qu'elle a des pupilles rouges sang, un éclat saisissant. Rien que cette différence ne la rendait pas spéciale. Au contraire, elle donnait aux autres une excuse pour la viser. Et celle qui prenait le plus de plaisir à la blesser, c'était justement sa propre sœur. Mais le jour du bal de la noblesse, quelqu'un redécouvrit en Flora cette image impeccable qui ne laissait aucune prise. Pendant le bal, une jeune noble fit une chute malheureuse. Elle se blessa à la joue. Aussitôt, les gens autour s'empressèrent de chercher un médecin. Flora s'avança alors d'elle-même. On la vit lever la main, et une lueur sainte se rassembla à toute vitesse. En peu de temps, la blessure de la jeune fille fut complètement guérie. Cette scène attira aussitôt des innombrables regards. Il apparut alors que le titre de sainte ne reposait pas sur le sang héréditaire, mais sur la personne la plus douée de tout le royaume en magie sacrée. En voyant Flora manier ainsi la magie sacrée avec autant d'aisance, les nobles présents eurent encore plus confiance. La future sainte ne pouvait être que Flora. Les éloges et les applaudissements ont aussitôt fui sans interruption. Mais alors qu'on encensait Flora, certains en profitèrent pour comparer l'héroïne à elle. Issue toutes deux de la famille de ducs, une brillait comme les astres. L'autre n'était qu'une personne sans la moindre envergure. Certains disaient qu'elle n'était rien de plus qu'une simple accompagnatrice de sa sœur. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là que Flora est soudain intervenue pour défendre sa sœur. Avec douceur, elle expliqua que tout le monde avait simplement de passer les bornes. Elle espérait que chacun irait présenter ses excuses à sa sœur. Elle ajouta que sa propre sœur pardonnerait sans doute à tout le monde. En voyant sa sœur se protéger ainsi, l'entourage releva encore davantage l'opinion qu'il avait de Flora. Et l'héroïne ne put que sourire en disant que cela ne la gênait pas. Mais lorsque tout le monde fut disperse, Flora se pencha discrètement à son oreille. Être né avec un tel destin doit être bien pénible, n'est-ce pas? Quand on est maltraité, on le paie toujours un jour ou l'autre. Au fond, tu n'as toujours été que le seul poids inutile de cette famille. En clair, ton existence ne sert que à me mettre en valeur. Ce n'est que à cet instant que l'héroïne comprend enfin. Toute cette soi-disant protection n'était que du théâtre pour les autres. Sur le chemin du retour en carrosse, Flora cessa complètement de faire semblant. Dès son arrivée, elle déclara: si notre père ne s'était pas absente temporairement, je n'aurais jamais partagé la même voiture que la héroïne. Puis elle recommença à se moquer sans aucune retenue de son apparence. Ses cheveux ne ressemblent ni à ceux de son père ni à ceux de sa mère. Et ses yeux sont encore plus rouges et hideux. Aucun doute, elle ressemble beaucoup à sa mère. Mais à première vue, c'était pourtant. Il ne faisait que la rabaisser. Comment pourrait-elle ressembler à une personne aussi incompétente? Comment une telle fille pourrait-elle être aussi remarquable que sa mère? Mais le plus cruel restait encore à venir. Flora évoqua sans la moindre pitié la mort de sa mère. Elle alla même jusqu'à dire que le mal dont sa mère souffrait venait du fait qu'elle l'avait mise au monde. Ces mots, tels des lames, transperçaient sans cesse le cœur de la jeune fille. Elle ne pouvait pas riposter, et ne savait même pas comment riposter. Parce que, toutes ces années, elle avait elle-même pensé ainsi. Si sa mère n'avait pas disparu, ne serait-elle pas partie de ce monde? Alors qu'elle rentrait chez elle le cœur bas, le majordome apporta soudain une nouvelle. Son père l'attendait dans son bureau. Mais lorsqu'elle arriva au bureau, elle découvrit avec surprise que le roi s'y trouvait aussi. Face à ce roi venu sans prévenir, la jeune fille parut quelque peu désemparée. Et le roi ne perdit pas de temps. Il dévoila vite sa véritable intention. À l'origine, l'alliance du continent entre le royaume et l'empire arrivait à son terme. Mais justement à ce moment crucial, une noble du pays avait offensé la duchesse de l'empire. Et cette duchesse n'était autre que la sœur cadette de l'empereur actuel. En temps normal, l'empire avait amplement de quoi en faire un prétexte pour déclarer la guerre au royaume. Mais avant hier, l'émissaire de l'empire avait indiqué ne pas souhaiter rompre les relations entre les deux pays à cause de cette affaire. Mais il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est pourquoi ils proposèrent une solution par le mariage. Et le partenaire de cette union était le deuxième prince de l'empire, Édouard. En entendant ce nom, le cœur de la jeune fille s'enfonça d'un coup, car on parlait énormément de ce deuxième prince. Il était le fondateur et le commandant de l'ordre du Phénix de Feu,
la plus puissante unité de chevaliers de l'Empire. Que ce soit en escrime ou en magie, son talent était hors du commun. Sur le champ de bataille, il avait remporté des innombrables victoires éclatantes. Mais en même temps, il était aussi le prince le plus redouté du peuple. Selon les rumeurs, il était d'une cruauté glaciale et sans pitié. Pas même les femmes ni les enfants n'échappaient à sa sévérité. C'est pourquoi un grand nombre de personnes le craignaient au plus haut point. Et le but de sa venue cette fois allait de soi. Le futur époux devait avoir un statut suffisamment noble. Les filles du roi étaient déjà toutes fiancées. Et Flora, en tant que prétendante au rang de sainte, était aussi une personne essentielle du royaume. Ainsi, il ne restait finalement que la jeune fille, la candidate la plus appropriée. Autrement dit, elle était devenue le sacrifice de ce mariage politique. Cependant, même dans ces conditions, la jeune fille accepta tout de même. Car à ses yeux, quelqu'un comme elle n'était déjà pas d'une grande utilité. Si elle pouvait apporter un peu de valeur à sa famille et à son pays, peut-être était cela sa plus grande utilité. Le roi quitta la pièce satisfait après avoir obtenu sa réponse. Il ne resta dans la chambre que la jeune fille et son père. Depuis toujours, elle avait cru que son père ne l'aimait pas. Ces dernières années, ils avaient très peu échangé en tête à tête. Et en plus, sa mère était morte à cause d'elle. Elle avait fini par penser que son père ne lui pardonnerait jamais. Mais à peine le roi parti, son père lui demanda avec anxiété si elle avait vraiment accepté ce mariage de son plein gré. Si tu ne le souhaites pas, je suis prêt à aller trouver le roi pour faire annuler cette union. Même si tout le royaume devait en payer le prix, il ne supporterait pas de voir sa propre fille envoyée comme un simple objet de sacrifice. À ces mots, la jeune fille resta complètement figée. En réalité, son père ne l'avait jamais méprisée. Au contraire, depuis le début, il l'avait toujours. À cette pensée, elle se sentit encore plus résolue dans son choix. Si son sacrifice pouvait aider sa famille et son pays, alors tout cela en valait la peine. En voyant sa fille si douce, le duc ne put s'empêcher d'être ému. Elle ressemblait tant à sa mère. Tout était pourtant pour penser aux autres. Elle ne pense jamais à elle-même. Et c'est aussi la première fois que l'héroïne prend l'initiative de parler à sa mère. Ce soir-là, le père et la fille on parle toute la nuit dans le bureau. Le père ne parlait pas de l'histoire de son épouse avant sa mort. Il disait combien de personnes elle avait aidé, combien elle était tendre et bienveillante, et qu'elle n'avait jamais nourri la moindre rancune contre qui que ce soit, jusqu'à son dernier souffle. Chaque mot était empreint du souvenir de sa défunte épouse. Et pour la première fois, la héroïne a vraiment connu la mère qu'elle n'avait jamais vue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que leur conversation avait été entendue par une femme qui passait par là. Et cette femme était Flora. Dans la nuit, tout ce qui concernait le mariage et l'entretien entre le père et la fille fut rapporté à Flora. Le lendemain, la héroïne accompagna son père au cimetière pour rendre hommage à sa mère. Debout devant la pierre tombale, elle prononça pour la première fois les mots qu'elle gardait au fond du cœur depuis des années. Elle remercia sa mère de lui avoir donné la vie, et de lui avoir laissé un corps en bonne santé. Mais en même temps, elle ne put s'empêcher de demander si elle n'était pas née. Sa mère aurait-elle été plus heureuse? Si elle n'avait pas existé, sa mère ne l'aurait-elle pas quittée? Face à ces questions, la seule réponse fut la brise qui soufflait sur le cimetière. Maman. Je ne fuirai plus mon destin. Veuillez me protéger là-bas, maman. Après avoir quitté le cimetière, Flora réapparut bel et bien, apprenant que sa petite sœur allait bientôt épouser l'Empire. Elle ne montra pas la moindre hésitation. Au contraire, elle afficha une joie presque exaspérée, comme si un duc ordinaire sans le moindre talent allait être uni à un second prince cruel et impitoyable. C'était tout simplement le mariage parfait. Avant de partir, elle maudit même la héroïne avec venin. Où que tu ailles, tu ne trouveras jamais le bonheur. Et personne ne t'aimera jamais vraiment. Face à ces paroles blessantes, la héroïne ne réagit toujours pas, car elle savait que c'était sans doute sa dernière rencontre avec la femme devant elle. Le jour du départ arriva bien vite. Au moment des adieux, son père vint lui-même la raccompagner jusqu'à la porte. Il ne demandait pas à sa fille de devenir une grande personne. Il ne lui demandait pas non plus de porter l'honneur de la famille. Il souhaitait seulement qu'elle vive en bonne santé et heureuse. Ensuite, la héroïne se mit officiellement en route vers l'Empire. Comme le mariage relevait du plus grand secret, elle ne pouvait pas entrer dans l'Empire ouvertement en tant que future impératrice. Elle devait d'abord se rendre au point de rendez-vous convenu, où l'ordre du Phénix de Feu, rentrant d'une mission lointaine, devait la rejoindre pour retourner ensuite avec lui dans l'Empire. C'est ainsi seulement qu'il pourrait éviter d'éveiller les soupçons de l'étranger. Après plusieurs jours de voyage, elle finit par arriver au camp. En voyant les soldats revenir du champ de bataille, elle sentit l'aura meurtrière qui se dégageait de leur corps. La héroïne ne put s'empêcher de se crisper. Puis elle pensa au second prince, ce bourreau de sang-froid dont on parlait dans les rumeurs. Et elle se mit même à craindre son propre destin. Mais au moment où elle allait enfin le voir, un doute naquit en elle. Que ce soit les soldats devant elle, ou la réaction des gens autour, tout semblait différer de ces rumeurs effrayantes. Et cet homme-là? La jeune fille n'avait jamais imaginé cela. Elle avait toujours cru n'être qu'une bonne à rien, sans la moindre magie. Mais la véritable raison était tout le contraire. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas de magie. C'était que la magie enfouie en elle était bien trop immense. Un simple instrument de mesure ne pouvait tout simplement pas la détecter. Le royaume elle avait donc pris à tort pour une personne sans la moindre valeur. C'est justement pour cela que, lorsque le royaume avait besoin d'une alliance matrimoniale, il l'avait envoyé sans hésitation comme une monnaie d'échange politique à l'Empire, pour être fiancé à ce terrible second prince, Édouard, célèbre pour sa cruauté de glace et ses penchants sanglants. Tout au long du trajet, la héroïne n'était qu'anxiété. Elle s'attendait à une vie encore plus triste que tout ce qu'elle avait imaginé. Mais après avoir enfin vu Édouard, elle comprit que la rumeur et la réalité étaient deux mondes à part. Je vous remercie de m'avoir éclairé.
Pardonnez-moi, je n'ai pas bien mesure la puissance. Le voyage a pris du retard à cause de l'état défoncé de la route. Elle présente une forte réaction au mal des transports. Dès que Edward s'en est aperçu, il a ouvert la fenêtre pour faire entrer de l'air frais, et a même ralenti volontairement la marche de la suite. Il espérait qu'elle se sentirait un peu mieux. Le vice-capitaine l'a également expliqué à la jeune fille. Il a déjà été décidé que les fiançailles des deux seraient annoncées officiellement lors du festival de fondation, dans 2 semaines. Puis les préparatifs du mariage suivraient après les festivités. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que la cérémonie de mariage arrive si vite. Mais après avoir traversé la froideur du royaume, elle était prête à affronter l'avenir avec courage. Elle a donc vraiment dit qu'elle ferait de son mieux pour s'adapter à la vie de l'Empire. Cette nuit-là, la troupe campa dans un campement provisoire au milieu de la nature. À l'origine, le vice-capitaine voulait encore escorter la jeune fille jusqu'à une auberge dans la ville voisine. Mais le danger était trop grand en chemin. Cette proposition fut finalement rejetée. Qui aurait cru que des bandits tapis dans les montagnes voisines se seraient réunis en si grand nombre, et auraient directement attaqué la troupe de l'Empire. La bataille éclata instantanément des deux côtés. Un grand nombre de bandits archers étaient embusqués dans la forêt. Une pluie de flèches s'abattait sans cesse sur le camp. La jeune fille se recroquevillait dans la voiture, tremblante. C'était la première fois qu'elle faisait vraiment face à la mort. Elle avait seulement l'impression de ne même pas encore avoir accompli sa mission de fiancée, et que pourtant elle allait mourir en terre étrangère. Pour protéger tout le monde, Edward a aussitôt déployé une vaste magie de feu pour faucher les assaillants. Mais il n'a jamais imaginé que la puissance de la magie monterait soudain en flèche, de très loin au-delà de son contrôle, et engloutirait en un instant une grande partie des bandits. Même la voiture de la jeune fille fut emportée et réduite en cendres par les flammes. Edward se précipita aussitôt dans la mer de feu. Il sauva la jeune fille et la mit en sécurité avant de lui adresser des excuses sincères. Il expliqua qu'il ne comprenait pas lui-même pourquoi son pouvoir avait soudain échappé à tout contrôle. Mais la crise n'était pas terminée. Clay, gravement blessée à l'entrée, était déjà à bout de souffle. Edward avait d'abord prévu de laisser la jeune fille attendre les secours dans la barrière de protection. Après tout, elle était encore si jeune. Elle ne devrait pas avoir à voir une scène aussi tragique de ses propres yeux. Mais la jeune fille n'a pas recul. Elle a pris l'initiative d'aller vers Clay, en espérant pouvoir au moins lui offrir une bénédiction. Et la seconde suivante, tandis qu'elle priait en silence, la magie de guérison lancée par le dieu officiant a soudain explosé avec une puissance bien supérieure à la normale. Clay, qui était au bord de la mort, a vu ses blessures se refermer complètement à vue d'œil. Même le dieu officiant lui-même n'a pas compris du tout ce qui venait de se passer. Sous les yeux de tous, la jeune fille a vite nié toute relation avec ce pouvoir extraordinaire. Parce que depuis l'enfance, elle avait déjà subi un test de magie, et le résultat avait toujours été nul. Aucun moyen d'en juger autrement, il était impossible qu'elle possède une telle puissance. Et pourtant, Edward et le vice-capitaine ont remarqué que quelque chose clochait, à l'exception du dieu officiant. À ce moment-là, tous ceux qui avaient lance de la magie ont senti leur propre puissance augmenter soudainement. Même les flammes hors de contrôle d'Edward étaient probablement influencés par une sorte de pouvoir mystérieux X. Et la seule personne à avoir été touchée de la même façon était la jeune fille. J'avais toujours cru que vous étiez la précieuse petite princesse de la famille du vicomte. Pardonnez-moi de vous avoir mal jugé. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Son Altesse est vraiment d'une douceur inattendue. Les bandits ayant été totalement éliminés, la troupe reprit la route. Comme la grande voiture avait été détruite, et que Clay se remettait encore de ses blessures, il ne restait plus qu'une petite voiture pour voyager. Finalement, Edward décida de partir pour la capitale impériale à cheval avec la jeune fille. Sur la route, leur entente devint de plus en plus naturelle. La jeune fille s'en aperçut également peu à peu. Cet homme qui avait autrefois été décrit comme un prince cruel, était en réalité d'une grande douceur et très attentionné. Le voyage touchait déjà à sa fin. La jeune fille ne put s'empêcher de penser qu'enfin, elle n'aurait peut-être plus une autre chance de vivre une aventure aussi fantasque. À ces mots, Edward déclara aussitôt que dès qu'il en aurait l'occasion, il l'emmènerait visiter davantage de lieux. La jeune fille crut d'abord qu'il se montrait seulement poli, mais elle lui répondit quand même avec un sourire sincère, en espérant qu'il ne soit pas seulement en train de parler pour faire bonne figure. Edward resta bouche bée en l'entendant dire cela, car il se rendit compte qu'elle attendait vraiment de voyager avec lui. Peu après, le groupe arriva enfin sans encombre au palais impérial. La scie la plus puissante des épéistes magiques attend la jeune fille. Il s'agit aussi de l'actuel empereur Eric. Il maîtrise parfaitement la magie du feu et de la foudre. C'est pourquoi on le surnomme l'empereur de foudre. Et l'impératrice Vanessa est tout aussi redoutable. C'est une rare mage de glace authentique. Elle a autrefois protégé seule le royaume en affrontant des monstres d'une force terrifiante. C'est la première fois qu'elle fait face à un personnage aussi légendaire que sorti d'un conte. La jeune fille se crispe au point d'avoir mal au ventre. Après l'avoir remarqué, Edward la rassure d'une voix douce. Je suis là, vous n'avez rien à craindre. Ensuite toute la famille se rend ensemble à table pour le repas. Mais pendant tout le repas, l'empereur et l'impératrice et Edward n'ont cesse de regarder la jeune fille. La jeune fille si tendue n'ose plus faire que grignoter la salade dans son assiette. Elle n'ose même pas toucher aux autres plats. Après s'en être rendu compte, l'impératrice lui demande avec douceur si les plats d'aujourd'hui ne lui conviennent pas.
ou si elle ne se sent pas bien. La jeune fille explique en toute hâte qu'elle a seulement trop mangé le matin. Mais Édouard la regarde avec perplexité. Le petit déjeuner d'aujourd'hui était clairement moins copieux que d'habitude. À vue de nez, ses paroles sont tout de suite démasquées et la jeune fille panique encore davantage. Elle craint même de retourner au royaume si sa façon de se tenir est jugée indigne. Mais l'impératrice ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, elle lui dit avec un sourire: à partir de maintenant, nous sommes une seule famille, ma chère. Si quelque chose vous déplaît ou si vous n'y êtes pas habitué, vous pouvez le dire directement. Et l'empereur ajoute lui aussi avec le sourire: la maison impériale accueille enfin sa première bru. Nous sommes trop heureux pour y prendre garde. Comment pourrions-nous vous en vouloir pour si peu? Ce n'est que à cet instant que les défenses de la jeune fille s'effondrent enfin. Elle réalisait que depuis le début elle s'était mise elle-même la pression. Seulement parce que les trois personnes ne cessaient de lui accorder de l'attention. Au point de elle n'arrivait même pas à avaler un repas. En voyant cette raison, Édouard éclatait de rire sur le moment. Et l'empereur et l'impératrice ne peuvent pas non plus retenir leur sourire. Ils trouvent seulement que la jeune fille devant eux est encore plus adorable qu'ils ne l'imaginaient. Et l'empereur lui explique aussi que ses yeux d'un rouge semblables à des rubis. Elle s'accorde très bien avec les cheveux rouges vifs d'Édouard. Quant au rubis, il a une signification particulière pour la famille impériale. La lignée impériale et la d'abord adopte comme nom, comme un signe de protection accordé à la famille impériale par le rubis. Il est donc persuadé que leur rencontre était un destin déjà écrit. En réalité, ils l'aimont déjà traité comme elle une des leurs. À partir de là, la jeune fille commence officiellement à s'adapter à la vie du palais. Et l'impératrice prend personnellement le rôle de sa maîtresse en étiquette. Chaque jour, elle lui enseigne avec patience les usages de la cour et toutes sortes de connaissances. Très vite, elle découvre que la jeune fille a un talent remarquable autant pour la compréhension que pour la mémoire. Elle est aussi vive qu'un cabri dans les rues. Et l'après-midi, elle suit Édouard pour apprendre les cours de magie de l'Empire. Leur relation avance elle aussi peu à peu sans heure du matin au soir. Pendant ce temps, le vice-capitaine n'a jamais cessé d'enquêter sur le secret de la jeune fille. Il dit à la jeune fille que dans de nombreux pays, les personnes nées avec un pouvoir magique sont déjà classées très tôt. Ainsi, on ne les mesure qu'une seule fois pendant l'enfance. Mais l'Empire a découvert après de longues recherches que le pouvoir magique des enfants est très instable quand ils sont petits. Les mesures donnent très facilement des écarts. C'est pourquoi tout le monde dans l'Empire passe un examen à 5 ans puis à 16 ans. Beaucoup ne se réveillent vraiment à leur propre puissance qu'une fois adultes. C'est pourquoi il propose de faire repasser l'examen à la jeune fille. Mais il y a encore quelque chose de plus incroyable. Depuis l'arrivée de la jeune fille, toute la troupe de chevaliers n'a croisé aucun entre de monstres durant tout le trajet. Le vice-capitaine demande à la jeune fille si elle a déjà vu des monstres dans son enfance. La jeune fille répond avec étonnement que la région où elle a grandi n'a pratiquement jamais vu de monstres. Elle a donc toujours pensé que c'était quelque chose de normal. Arrive ici, le vice-capitaine finit par confirmer pleinement son hypothèse. Ce n'est pas que l'endroit où vit la jeune fille soit dépourvu de monstres. C'est parce qu'elle possède elle-même le pouvoir protecteur unique d'une sainte. Tant qu'elle se trouve quelque part, les monstres ne peuvent pas s'en approcher. Et l'immense pouvoir magique qu'elle porte en elle peut même multiplier inconsciemment de façon exponentielle la puissance magique de tous ceux qui l'entourent. Le royaume traite le véritable trésor comme un simple rebut, au point de l'avoir même envoyé de ses propres mains à l'Empire, sans jamais s'en rendre compte. Ils ont laissé passer une vraie sainte et une valeur inestimable.